Il y a des traces de pinceau. Ouais. Je trouve qu'il est. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Vrai, hein? Salut les amis! Cette semaine, notre destination, une ferme de production laitière, la ferme du Cran Blanc. Nous allons rencontrer son copropriétaire, Cal Gilbert. Avez-vous des questions? Quelle est votre routine à la ferme? OK. Est-ce que votre lait se retrouve dans les épiceries? Une autre? Pourquoi avez-vous décidé de choisir le métier de fermier? Une dernière? Est-ce qu'il y a des vaches qui ne font pas de lait? OK. On embarque le pupitre et on y va. Salut Carl. Salut Jérôme, ça va? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir à la ferme Cran Blanc. Ben, ça me fait excessivement plaisir. Dis-moi, Carl, on est quand même dans une ferme qui est particulière parce que c'est une ferme familiale. Oui. Peux-tu nous expliquer un petit peu l'histoire de la ferme familiale ici? Ben, ici, Ferme du Cran Blanc, c'est une ferme qui a plus de 150 ans cette année. Bien exactement, on est rendu à 152 ans. C'est une ferme qui s'est transférée de génération en génération. Bon, c'est sûr qu'au début, ça a été de l'agriculture plus de subsistance, mais dans les années 60, elle s'est concentrée plus au niveau du volet laitier, puis il y a eu un pendant porcin pendant quelques années. Donc, on a vraiment développé le côté laitier durant les années 60 aller jusqu'à aujourd'hui pour prendre de l'expansion, se spécialiser dans ce sens-là. Pour être le plus autonome possible pour l'alimentation de ces animaux-là. Fait qu'on s'organise pour faire toute la gestion des champs au niveau de la production laitière, tout ce qui est rattaché à la production laitière pour que ça marche ici. Donc ça veut dire que vous produisez vraiment les aliments pour les animaux et les animaux produisent le lait et vous vendez le lait. Oui, exactement. Fait que vous bouclez quasiment la boucle. Bon, on essaie de boucler la boucle, mais tout ce qui est fourrage, on essaie de fourrage et litière aussi, parce que les animaux, ça prend quand même un bon lot de litière pour les mettre au niveau du confort. Puis au niveau céréales, parce qu'il y a une partie de leur alimentation qui est au niveau des céréales, celui-là, il est acheté. Mais au niveau des fourrages, on est autosuffisant, puis quand on a un surplus, on le revend. Et là, donc tout à l'heure, on va découvrir donc d'abord l'espace de production laitière. Tu vas nous amener aussi dans une stabulation libre. Oui, parce que les animaux, nos vaches taries, puis nos torches gestantes là, de 12 à 24 mois, bénéficient justement d'une place pour faire de l'exercice, pour prendre la musculature durant leur cycle de production. Donc là, tu vas nous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire aussi les vaches taries puis les tors en gestation. On va voir ça plus tard. Il n'y a pas de problème. Et on va finir par aller dans les champs en haut. Ça a l'air que la vue est fantastique. Oui, c'est ça. On a vraiment des points de vue magnifiques. Ça permet de vous montrer un peu le garde-manger. C'est quand même amusant. On est rendu début juin, fait qu'on a quand même de quoi de bois vous montrer dans les champs. Parfait. Fait que là, on rentre? Il n'y a pas de problème. Allons-y. Quelle est votre routine à la ferme? Oui, ma routine de journée, on peut définir la routine de journée comme étant... on a comme deux blocs. Le matin, on se lève aux environs de 6h, 6h15 pour entamer le bloc soins des animaux. Là. Okay. On a comme deux trains, le train du matin et le train du soir qui se ressemblent beaucoup. Ça consiste en la traite des animaux, le nettoyage des animaux, l'alimentation, toute la gestion des chaleurs, les saillies, les vaches malades s'il y a lieu. Ça, c'est le bloc matinal. Ce même bloc-là, il est répété aux environs à 4 heures le soir parce qu'on fonctionne sur 2 traites par jour. Les animaux sont traités 2 fois par jour. Fait que le bloc du matin et le bloc du soir, mettons entre 6 et 8h30, 9 et 4 à 6 le soir. Puis à l'intérieur de la journée, là, ça peut être diverses choses. Donc l'été, c'est plus des travaux au champ. On se concentre beaucoup sur les travaux au champ.
peut avoir aussi l'hiver, tout ce qui est gestion de l'entreprise, parce que moi aussi, on n'est quand même pas une grosse gang. On fonctionne à 2 à temps plein, plus 3 à 4 autres personnes à temps partiel qui viennent nous donner main forte. Fait que ça, à ce niveau-là, ça consiste au niveau gestion de l'entreprise, planification. Puis normalement, on a un petit lousse entre les deux l'hiver. Moi, je suis un gros adepte de motoneige. Fait que, Carl, on est ici dans la salle d'alimentation. Alors, parle-nous un petit peu de qu'est-ce que mangent les vaches laitières. Ici, la salle d'alimentation, elle sert justement à préparer tout ce qui est volet fourrage là, des animaux. Là. Au niveau de notre réserve, c'est carrément un ancien épandeur et fumier qu'on a converti en réserve d'ensilage. Dans le fond, réserve d'ensilage, c'est quoi? C'est qu'on nos fourrages sont entreposés pour nos vaches en lactation sous forme de bunkers ensilage. On a vu ça tout à l'heure, oui. C'est ça, durant le transport avec le loader. On forme comme un genre, notre ration présentement, ce qu'on pose fourrage pour les vaches en lactation, ce qu'on pose présentement d'ensilage de deuxième coupe, plus une balance de grosses balles carrées humides ensilées de deuxième coupe aussi. Fait que là, il y a une couche de foin de grosses balles carrées dans le fond, foin ensilage, plus vraiment l'ensilage de bunker, ce qui fait en sorte que ça fait comme un genre de pâté chinois. Puis qu'une fois dans notre distributeur d'aliments, ça se remélange, puis ça forme une sorte de ration de fourrage mélangée pour nos vaches en lactation. Fait que là, on a deux robots qui vont se déplacer à l'intérieur. Il y a le distributeur d'aliments concentrés qui est robotisé, que lui, il passe tout ça. Et ce petit soigneur ensilage-là, on s'en sert pour distribuer la fraction ensilage. Parce qu'une vache laitière mange, je te dirais, à 60 des fourrages et à 40 soit un mélange de maïs moulu, de suppléments et de minéraux là, pour combler leurs besoins alimentaires pour la production laitière. D'accord. Alors, Carl, ici, on a des gros sacs avec... Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Dans le fond, c'est que notre vache, comme je disais tout à l'heure, elle mange une portion fourrage, puis la portion concentrée, qui est plutôt des grains, grains plus minéral. Alors ici, dans la première poche, on a normalement la plupart de l'alimentation de nos vaches est comblée par... Ça, c'est un maïs moulu. C'est un maïs moulu qui est une source énergétique pour combler les besoins de l'énergie de l'animal. Ensuite, on a une source de protéines. Ici, c'est un genre de tourteau de soya modifié, là, mais ça va juste ajouter la dégradabilité de la protéine dans le rumen de la vache. Mais c'est notre source de protéines pour combler les besoins de la vache en fonction de sa production laitière. Puis ensuite, on a la portion minérale qu'on a là, pour combler tout ce qui est besoin en vitamines et minéraux de l'animal. On a quand même une certaine base dans nos ingrédients primaires, donc fourrage puis céréales, mais pour combler le reste de leurs besoins en vitamines et minéraux, on fournit un supplément dans ce sens-là. Donc ça veut dire que tout à l'heure, on va aller en haut dans les champs, on va voir ce qui est produit, c'est le fourrage dans les champs. Ce qui est produit ici, c'est la partie fourrage. C'est la partie fourrage, donc le végétal. Et ici, on a juste les aliments, les suppléments, pardon. Oui, les suppléments, eux, on les achète parce que le maïs est quand même assez difficile, à part dans les basses terres de Baie-Saint-Paul, à rendre en maïs grain. Là. Plus après ça, au niveau du soya, c'est sûr qu'il faut qu'il soit traité à l'usine parce que du soya entier, on n'est pas capable de faire consommer ça au niveau des animaux. C'est plus au niveau du tourteau de soya que ça nous prend. D'accord. Est-ce que votre lait se retrouve dans les épiceries? Normalement, nous autres, tout ce qui est production laitière dans Charlevoix, là, ça va surtout au niveau de la transformation fromagère. Fait que la plupart de notre lait il est commercialisé via les fromages qu'on retrouve dans Charlevoix, via Laiterie Charlevoix, via Maison d'affinage Maurice Dufour, via Laiterie Saint-Fidèle. Ce lait-là, normalement, il produit le fromage là, sans problème. Donc, on peut parler de circuit court, en fait, pour ton lait. Oui, ça c'est sûr que nous autres, au niveau de la province, notre lait est tout mis en marché de façon commune. Via la Fédération des producteurs de lait, sauf qu'ils privilégient le transport d'une ferme à l'usine de la façon la plus courte possible. Au niveau des circuits courts, c'est sûr que la Fédération est fortement adepte à ce niveau-là.
Donc, le produit de lait qui part d'ici, il est brut, il s'en va brut dans les fromageries? Oui, nous, les fermes laitières, on ne peut pas commercialiser un lait, c'est un lait cru qui part d'ici. Oui. C'est un lait cru qui est quand même un standard de qualité qu'il faut respecter. Puis ça, chez nous, on le respecte sans problème là, par rapport au taux de bactéries et par rapport aux cellules somatiques, ce qui signifie si les vaches sont malades ou pas dans le lait. Fait que ça, on est normé à ce niveau-là, mais on ne peut pas commercialiser un lait nous autres mêmes directement chez le consommateur parce que c'est un lait cru, il n'est pas pasteurisé. Tout le suivi au niveau des animaux, de la propreté des animaux. Le lavage des équipements, c'est quand même assez important au niveau du pipeline, là, et ainsi de suite. Ben ça, à ce niveau-là, il faut respecter au niveau de la qualité du lait. Ça, on parle au niveau de bactériologique. Mais il y a aussi au niveau santé du pied qu'on peut dire. Si les vaches sont malades, ont des infections, ça se traduit par un niveau de globules blancs trop élevé dans le lait. Donc, la santé animale, ici, c'est quand même un souci majeur. Bien, je te dirais que c'est un souci majeur pour la plupart des fermes laitières parce que notre capital de la production, c'est les vaches, c'est nos animaux. Si on ne s'organise pas pour que les animaux soient bien au niveau de confort, au niveau maladie, c'est sûr et certain, c'est vraiment la base de notre capital de production. Des animaux malades, ça donnera pas une grosse quantité de lait, puis ça va donner du lait qui n'est pas de piètre qualité. Est-ce qu'il y a des vaches qui ne font pas de lait? Oui, bien c'est sûr. Ici, on a comme 2 sites de production. On a ici, c'est le bâtiment principal où on a nos vaches en lactation, puis les jeunes veaux, aller jusqu'à 12 mois. Puis dans notre autre bâtiment, les vaches, on a nos vaches taries, parce que normalement, au niveau des vaches taries, au niveau d'un cycle complet d'une vache, mettons sur une base annuelle, une vache produit du lait sur environ 10 mois par année, puis 2 mois sèche, on dit sèche, mais elle ne donne pas de lait. Au niveau des vaches en lactation, qui sont présentement attachées, c'est dans le bâtiment ici. Mais dans un autre bâtiment, on a nos vaches qui sont taries, qui font de l'exercice dans une stabulation libre. Fait qu'on va aller voir ça? C'est sûr qu'on va aller voir ça. Sur l'autre site, c'est en stabulation entravée qu'on appelle. Entravée, c'est parce qu'ils sont attachés. Ici, ben, regarde, ils vont se coucher dans les logettes. Au centre, ben, c'est l'horaire d'exercice. D'accord. Puis l'autre côté, il y a leur section d'alimentation où est-ce qu'ils vont s'alimenter. Stabulation libre qu'on a fait à partir d'une ancienne porcherie qu'on a ici sur le site. On a tout arraché à l'intérieur pour redesigner. J'ai ressorti mes talents d'ingénieur agricole pour redesigner une stabulation libre pour nos vaches taries pour qu'ils puissent faire de l'exercice à l'année. Peu importe qu'elles soient taries l'été ou l'hiver. L'été, c'était beau, il y avait l'accès au pâturage, mais l'hiver, tout de même, on n'avait pas d'accès au pâturage. Donc, tous les animaux bénéficient d'un endroit pour faire l'exercice. Et aussi nos tares en croissance, les tares de 12 à 24 mois, parce qu'à 24 mois, normalement, ils révèlent pour donner leur première lactation. Peux-tu nous spécifier un peu plus précisément c'est quoi une tare? Pour faire une vache, pour qu'elle soit à sa première lactation, qu'elle commence à donner du lait, tout d'abord, ça prend un vêlage. Pareil comme une maman, que pour donner du lait, ça prend un accouchement. D'accord. Pour faire le premier accouchement de ta vache, ben de 0 à 24 mois, ça prend environ 2 ans pour prendre l'animal de tout petit bébé à aller jusqu'à temps qu'elle soit apte à donner un veau, autrement dit. Bien, ça, une tare, ben, c'est toute la période normalement, une tare, c'est à partir du moment où est-ce qu'elle est saillie jusqu'à son vêlage. D'accord. Puis de 0 à 12 mois, on peut appeler ça une génisse plus parce qu'elle n'est pas encore saillie. Donc là, les génisses sont en bas dans le bâtiment où on était tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et ici, elles montent quand elles sont saillies. On les emmène ici justement pour qu'ils socialisent ensemble, qu'ils fassent de l'exercice, pour apprendre une fois qu'ils retombent en période de tarissement, en étant pleinement matures, qu'ils savent à quoi s'en tenir, puis qu'ils soient capables de socialiser pleinement à ce niveau-là. Une vache, c'est un animal qui est excessivement routinier. Oui. Donc, ça ne lui prend pas de stress, puis quand tu changes de quoi à sa routine, ben, c'est là où ça fonctionne le moins bien. Ici, les génisses sont en bas, puis les tares sont ici en haut, justement, où est-ce que ça leur permet de socialiser ensemble, puis de profiter de l'exercice, puis de vivre en société. C'est un peu comme une cour de récréation pour eux. OK, d'accord. Alors, Carl, ici, on est en haut de la propriété. Donc ici, on a combien d'hectares de cultivés? Bien, ici, sur le site principal de Cran-Blanc, ben, présentement, on a un bloc à proximité de la ferme, un bloc de 90 hectares.
Ce site-là sert principalement à produire les fourrages pour les vaches en lactation. Il sert aussi à produire, comme ici, on est dans un champ d'avoine, il sert à produire aussi toute la litière qu'on met dans le site, dans le bâtiment principal numéro 1. La paille? Oui, c'est ici qu'on ramasse la paille. Une fois que l'avoine est à maturité, Oui. on a une opération de battage qui va séparer le grain de la paille. D'accord. Puis la paille, ça, on l'utilise comme litière là, dans le bâtiment principal là, des vaches attachées. Et l'avoine, elle, est-ce qu'elle est utilisée comme aliment? Alors, l'avoine, nous autres, c'est un aliment qui est pas assez énergétique pour D'accord. introduire dans la ration des vaches en lactation. Donc, on la vend, on la commercialise. D'accord. Le fourrage est composé, comme vous voyez dans les champs ici ou même en arrière de nous. C'est principalement composé de graminées et de légumineuses. Les légumineuses sont principalement la luzerne et le trèfle. Ça, c'est la luzerne. Oui, ça, c'est la luzerne. Et ça, c'est le trèfle. Exactement, ça, c'est le trèfle. D'accord. Et les graminées qu'on y sème, c'est le fléau des prés, brome, D'accord. principalement. Faire un bon mix des deux. Au niveau de la légumineuse, on va chercher quand même un bon apport en protéines dans la ration. Puis tout ce qui est graminé nous apporte l'énergie là, pour essayer d'équilibrer les apports en concentré des animaux. D'accord. On s'entend que ça a l'air d'une prairie naturelle, mais en fait, ça ne l'est pas. Non, absolument pas. C'est des prairies qui sont fertilisées en fonction de leurs besoins. Normalement, on a une énergie en 3 coupes par année là, au niveau des vaches en lactation. OK. Ça veut dire que là encore, vous passez 3 fois dans le champ pour ramasser Exactement. ce qu'on dirait de l'herbe, mais en fait, qui n'est pas de l'herbe. Fait qu'on passe une faucheuse. Ensuite, c'est en fonction du rendement, on regroupe les ondins, puis on passe la fourragère pour ensuite tout stocker ce fourrage-là dans nos bunkers en silage en bas. Merci, Carl, pour cette belle visite. Pas de quoi? On est ici en haut de ta propriété, ou presque, et on a un sacré paysage, en fait. Oui, mettons que c'est un beau tableau pour faire notre travail. Un beau bureau. Oh, ça peut être autant un bureau qu'un poste de travail au niveau de la machinerie agricole ou même à pied lorsqu'on fait de la ramasse de roches. Alors, maintenant, c'est l'heure du questionnaire DTV. OK? La première question, c'est tu es né où? Ah, je suis né ici à Saint-Urbain. Je suis originaire de Saint-Urbain. OK. Puis l'école primaire, est-ce que tu l'as faite à Saint-Urbain aussi? Oui, l'école primaire, je suis allé à l'école Dominique Savio. OK. Oui. Elle était déjà là? Oui, elle était déjà là. Il y avait encore l'école Sainte-Claire qui était opérationnelle, mais moi, je suis né en 78, j'ai 43 ans, donc la majorité de mes cours au primaire, je l'ai fait à l'école Dominique Savio. OK. Puis plus tard, ton parcours scolaire, ça ressemble à quoi? Ben, mon parcours scolaire, je suis allé au niveau du secondaire, je suis allé à Polyvalente Saint-Aubin et Saint-Paul. Oui. Pour ensuite faire mes sciences de la nature à Pointe-au-Pic, plus à la Malbaie, mais aujourd'hui. Donc ça, c'est le cégep. Oui, au niveau du cégep, j'ai fait mes sciences de la nature au cégep à la Malbaie. Pour D'accord. ensuite aller, moi j'aimais ça l'école, puis j'avais pas trop de misère. Pour ensuite aller faire mon cours en ingénierie agricole, ça s'appelait Génie rural à l'Université Laval, de 97 à 2001. OK. Donc à Québec? Oui, à Québec, à Sainte-Foy. OK. Et ensuite, tu as décidé de revenir. Pourquoi tu as décidé de revenir t'installer à la ferme? Ici, on avait quand même, mon père avait quand même bâti de quoi de quand même bien structuré, solide. J'ai toujours voulu l'intégrer pour l'agriculture, surtout aussi en opération culturelle, en ingénierie agricole. Puis là, on avait un croisé de chemin à faire là, lorsque j'ai sorti de mes études, à savoir si j'allais travailler à l'extérieur comme ingénieur ou si moi et ma conjointe Annick, on allait se réinstaller ici dans Charlevoix. Puis j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'agriculture. Bien, finalement, on a décidé de continuer en 2001. J'ai décidé de continuer la business de mon père en 2001. OK. Puis je suis encore là aujourd'hui, puis c'est sans souci. D'accord. Si on revient à tes études, pendant tes études à l'université ou avant, avais-tu des passions? Ah, moi, mes passions, ça a toujours été le plein air, le grand air. Je suis pas un gros sportif de nature, mais j'aimais ça l'été, VTT, motocyclette, motocross. Chez nous, on avait beaucoup de place, puis c'est ce que j'aimais le plus là, durant mes temps libres, parce que j'ai commencé à travailler tôt sur la ferme. D'accord. Ça, c'est dès l'âge de 11-12 ans.
lorsque j'étais capable de travailler sur la ferme, où j'avais le temps, je prêtais main à la pâte, ça c'est sûr et certain. Comme plusieurs de mes enfants le font aujourd'hui, comme le jeune Gabriel qui travaille ici, là, qui est depuis 12 ans, qui travaille ici, puis qui aime son emploi. Donc, ça me fait penser un peu à moi quand j'étais plus jeune. Mon petit Zachary, qui en a 20, il commençait à le faire aussi. Donc, j'ai vu que j'avais de l'intérêt à ce niveau-là, ben c'est ce qui m'a permis de continuer l'entreprise ici. OK, donc tu as allié un petit peu ta passion du plein air puis tes études. Oui, exactement. La passion du plein air, puis le fait que ça soit diversifié autant au niveau bâtiment, au niveau gestion d'entreprise, au niveau champ, là, tout ce qui est opération culturelle dans les champs, c'est vraiment diversifié. Au niveau mécanique agricole, c'est un domaine où est-ce qu'on touche un peu à tout. On fait beaucoup d'heures de travail, oui, mais au moins, on ne peut pas s'enliser dans une tâche dont on n'aime pas parce qu'elle ne durera pas longtemps. D'accord. Puis tes défis au quotidien, justement, ça ressemble à quoi? C'est de s'organiser pour que l'entreprise reste pérenne, durable et rentable à long terme. D'accord. Le but de l'entreprise, c'est sûr et certain, c'est qu'elle soit capable de nous faire vivre, d'avoir une entreprise qui est de plus en plus solide, qui va s'assurer, ça fait déjà 152 ans qu'on est en action ici, de s'assurer de prendre les décisions qu'il faut. Les défis qu'on a, c'est de prendre les décisions qu'il faut pour qu'elle soit durable dans l'avenir, puis de pouvoir la transférer d'une génération, d'une prochaine génération, qu'elle soit apparentée ou non. Et en fin de compte, quand on revient vers les études et les défis au quotidien, en fait, est-ce que pour toi, ça fait du sens d'avoir fait ces études-là? Est-ce qu'elles répondent aux besoins que tu as au quotidien? Oui, ça répond à plusieurs besoins. Tu sais, quand on va à l'université, certains me diront ben, tu as étudié bien trop longtemps, fais ce que tu as à faire. Mais premièrement, on a un job de gestionnaire, on a un job d'administrateur d'entreprise à faire. Donc, lorsqu'on rentre à l'université, on a des cours en management, en gestion, en production. On peaufine notre bagage académique, peut-on dire, pour faire en sorte qu'on l'applique à diverses sphères de l'entreprise, soit au niveau construction agricole, au niveau gestion du troupeau, au niveau gestion des champs, au niveau mécanique agricole, on a beaucoup d'aspects. Apprendre à gérer un projet d'ingénierie ou apprendre à gérer une business, il y a beaucoup d'affinités, donc c'est sûrement pas perdu à ce niveau-là. OK, donc il y a vraiment une complémentarité entre tes études et ce que tu fais aujourd'hui. Oui, exactement. Puis ça, je peux en témoigner, tous les jeunes qui sont à l'école présentement, je les pousse allègrement à aller le plus loin possible dans leurs études, selon leurs capacités, selon leurs aptitudes, pour faire en sorte d'acquérir le bagage qu'il faut, le bagage de base qu'il faut pour perdurer dans le temps lorsqu'on monte une entreprise. OK. Et justement, échec et réussite, pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Dans la vie, il n'y a jamais d'échec. Ce qu'on peut appeler des échecs, c'est pour mieux réussir par la suite. OK. C'est avec les échecs, ou plutôt des constats d'échecs, qu'on fait en sorte qu'on ramasse un petit bagage d'humilité, puis faire en sorte que la prochaine fois, on s'organise que ça soit une réussite. OK. Parce que les impondérables, il y en a beaucoup en agriculture. Ça peut être la météo, ça peut être la maladie. En fonction de tout ça, on rentre ça dans la machine, on analyse, puis on produit pour que ça marche. OK. Donc pour toi, l'échec, c'est plutôt quelque chose qui ne représente pas nécessairement quelque chose de négatif. Absolument pas. Ça fait partie de la Ça fait démarche. partie de l'apprentissage. OK. Ça fait partie de la logistique d'une entreprise. C'est sûr que si tu accumules échec sur échec sur échec, il y a un problème. OK, ouais. Mais normalement, lorsque tu accumules un échec ou deux, tu t'organises pour la prochaine fois, ça en vient une réussite. Fait que de cette façon-là, je pense que ça fait partie de l'outil d'apprentissage pour la gestion d'une bonne entreprise. OK, c'est comme une leçon. Exactement. Et la dernière question, et non des moindres, qu'est-ce que tu veux faire lorsque tu seras grand? Je ne suis pas encore assez grand. Tout d'abord, c'est sûr que quand on s'organise que l'entreprise, comme je te disais tantôt, moi, mon objectif, c'est de passer la balle au suivant. Ouais. Fait que c'est s'organiser pour avoir une entreprise qui perdure dans le temps. On a déjà 5 générations d'accumuler sur l'entreprise. Peut-on avoir une 6e génération? Je l'espère. Ça peut être aussi un transfert non apparenté, ça peut se faire aussi. Mais le but, tu sais, on voit trop souvent les entreprises agricoles démantelées à la pièce. Moi, je trouve ça déplorable. Pour moi, ça peut être un échec pour moi. Ouais. Donc, je vais essayer de passer la balle au suivant. Là. OK. Ça, c'est officiel. Donc c'est ton projet pour la suite. Exactement. Bien, merci encore pour la visite. Comme je disais tantôt, les paysages incroyables qu'on peut voir d'ici. C'est à toi? Puis on va sûrement se recroiser plus tard quelque part à Saint-Urbain. Ah, je suis pas inquiet. Salut les amis! Aujourd'hui, Carl nous a fait découvrir la ferme du Cran Blanc. On a appris que une vache est en lactation, c'est-à-dire qu'elle produit du lait, 10 mois par année. Pendant les 2 mois restants, elle se repose. Et on dit que c'est une vache tarie, car elle ne fait plus de lait.
On a aussi appris que la ferme du Cran-Blanc est autonome, c'est-à-dire qu'elle produit elle-même presque toute la nourriture de son bétail. Le fourrage est cultivé dans de grands champs et se compose surtout de luzerne, de trèfle et de graminées. Karl cultive également de l'avoine, une céréale. Il vend le grain et il garde la paille pour confectionner la litière des animaux. Dans une ferme laitière, rien n'est plus important que le confort et la santé des animaux. Voilà, vous connaissez mieux le village de Saint-Urbain. Maintenant, je vous invite à continuer l'exploration. À bientôt!